c'est assez normal, en fait. Même le premier Dune, j'allais en parler, justement, j'allais te demander, t'en penses quoi? Galélia. Ah! c'est pratiquement la même chose. c'est une blague. Je ne suis pas du tout timide. J.K. Rowling de Harry Potter utilise cette structure. Il y a un côté physique quantique, en fait. Comme tu disais, il y a Canal+, et même Netflix. Je suis en train de développer un jeu vidéo, en fait. Un jeu vidéo. On place certains humains dans des fonctions assez sensibles. Alors moi, je suis plutôt le genre de gars qui ne garde pas beaucoup d'espèces quand je vais aller faire mes courses. Du coup, quand je vais aller acheter de quoi remplir le frigo ou acheter de nouveaux meubles pour la maison, quand le commerçant me dit « Monsieur, on prend Mvoul », moi ça me fait plaisir. Et depuis, du coup, en fait, je me rends compte que le mobile money à Madagascar, aujourd'hui, c'est limite devenu Mvoul. L'avantage, bien sûr, c'est que tu peux envoyer de l'argent à tes proches ou à tes amis, peu importe où ils se trouvent, à Madagascar. Et ce qui est encore mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui, peu importe ton numéro de téléphone, tu peux, au travers de l'application Mvoul, te créer un compte et ainsi envoyer de l'argent, que ton numéro commence par 032 ou 033. Aujourd'hui, dans Storytown, on a le grand plaisir d'accueillir celui qui est connu principalement sous le nom de Mosenzu. Il est écrivain, il est speaker et aussi entrepreneur. On aura l'occasion de parler un peu plus en détail de son parcours. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Oui, bonjour et merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Alors, c'est vrai que j'ai déjà fait une petite présentation, mais peut-être est-ce que tu souhaiterais peut-être ajouter quelques éléments, tu vois, pour permettre à nos auditeurs et auditrices de mieux te connaître. Oui, alors, quoi dire? Déjà, on me connaît en étant écrivain. Un écrivain, j'écris des romans, un roman malgache qui s'intitule L'Ismianzouré, un roman de science-fiction. On m'a fait la remarque que c'est un roman de plus de 300 pages. C'est assez normal, en fait, dans le monde entier. Mais ici, on dit que c'est assez exceptionnel. J'espère que ça ne le sera plus d'ici quelque temps, que ça va faire des émules, on va dire, que ça va aussi donner un souffle au monde de l'édition et des écrivains et tout ça, déjà. Ensuite, je n'écris pas qu'en malgache. Je ne suis pas, donc, un puriste, on va dire, du malgache. J'écris aussi en français. Et j'ai eu la chance d'avoir pu être publié dans une anthologie de science-fiction qui s'intitule Europunk. Et on m'a aussi traduit en anglais deux fois des short stories, donc des nouvelles, des petites histoires. Et aussi, j'ai été traduit aussi en allemand dans un magazine, et aussi en roumain dans un magazine assez ancien qui était déjà là depuis le 19e siècle, la moitié du 19e. Et en ce moment, on est en train de me traduire en chinois. Donc, et aussi, j'écris en anglais aussi. J'ai commencé à écrire en anglais. Il y a un concours organisé par l'université de Ghana il y a quelque temps, et j'ai eu l'honneur d'être parmi les gagnants, on va dire. Je suis le seul dans un pays francophone. C'est mon côté écrivain. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir eu une bourse pour étudier le cinéma indépendant à Berlin. J'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé. Et je suis aussi, quand on me donne l'opportunité, artiste conceptuel, comme le dit Joël Andriano-Meillassoux, et j'ai eu l'opportunité d'exposer et de faire des installations dans des endroits comme Macante Contemporary ou bien l'Institut français de Madagascar. Grosso modo. Ok. Je pense, un très beau parcours. C'est excellent de voir que tes écrits commencent à être
propagé aux quatre coins du globe un petit peu, en plus en roumain. Enfin bon, honnêtement, j'avais rarement vu quelqu'un qui m'a dit que ses écrits avaient été traduits en roumain, donc c'est plutôt incroyable. Dans l'occasion de revenir sur beaucoup de choses sur par rapport à ton parcours académique, comme tu as dit, tu as eu l'occasion d'étudier à l'étranger, de faire pas mal de collabs et tout ça. Mais il y a un truc, c'est vrai, pour lequel je pense tu souhaites peut-être volontairement rester discret, du coup, c'est le fait que tu es justement aussi un entrepreneur, comme je le disais au début, et que tu as lancé une startup qui s'appelle... je te laisse la prononcer d'abord, au cas où, pour éviter que je me trompe. Comment on prononce le nom de la startup? Pépéro. Pépéro. Ok, bon, c'est bien ce que je pensais, mais bon, je préférais pas prendre de risques. Ce qui est marrant, c'est que quand on fait des recherches, généralement, sur Internet et tout, donc au travers des liens que tu publies, on voit que tu as lancé un service, mais que de manière volontaire, tu ne communiques pas beaucoup dessus. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité d'en savoir un petit peu plus par rapport à ce que c'est? Oui. Alors, oui, déjà, c'est une start-up. Dans la définition du terme start-up, dans le sens où le business model se cherche encore. Donc, de certaine manière, on pourrait dire que je suis encore entrepreneur, et entrepreneur, quelque chose comme ça, mais que c'est déjà en cours. Donc il y a déjà des clients. Okay. Donc le côté discret, c'était pas tellement voulu, mais il y a, comment on dit, il y a une phase où, surtout ici à Madagascar, il y a pas tellement comment on dit, on n'a pas tellement la culture du crayon et de la gomme, on a la culture du stylo. Le fait de faire des erreurs et tout ça, et de recommencer, de tomber, de se relever, tout ça, c'est pas encore tellement ancré en nous, on va dire, collectivement, ce qui fait que je préfère une certaine discrétion pour commettre ces erreurs-là. Ok, donc en fait, de cette manière-là, en fait, tu te dis que en fait, ça te permet de faire face à des gros challenges et d'éventuellement pouvoir adapter ton business model, on va dire, sans avoir cette pression d'être déjà, on va dire, très exposé médiatiquement, et que les gens se disent mais pourquoi il fait ça, il s'est cassé la gueule ici, par exemple, et tout ça. Oui, il y a ce côté, mais quelque part, je m'en fous un peu de ce que les gens disent, mais il y a surtout, je sais pas, il y a aussi peut-être que c'est surtout à cause de mon côté écrivain, parce que quand j'écris seul, et je réécris, je corrige, je réécris, et encore jusqu'à ce que ça soit sous une forme assez, disons, comment cuisiner aussi, que ça soit à peu près, bon, pas à peu près, que ça soit d'une certaine manière présentable à mon goût. Okay. Et là, à une certaine phase, je sélectionne les gens qui sont dans ma cuisine, on va dire. Et ensuite, à une certaine phase qui va venir, ça va sortir. Okay. Ça va sortir. Et ensuite, il y a une partie de ce que je fais qui n'est pas pour une clientèle locale. Et ensuite, c'est pas tellement une obligation pour moi d'en parler aussi. Donc, d'accord. De manière assez cash. Ok, je vois. Donc, c'est intéressant. Du coup, en fait, c'est un peu comme si aujourd'hui tu étais un peu en phase de ce qu'on appelle early beta testing, un petit peu, où voilà, tu choisis vraiment les gens qui ont accès en fait à ce que tu proposes. Ok. Exactement. Je choisis les gens qui ont accès à ce que je propose et qui comment dire, qui veulent aussi payer. Oui. Il y a une partie, il y a une autre partie de Pépéro qui est en train d'être de plus en plus accessible d'ici, petit à petit. Okay. Des gens qui sont accessibles pour les gens qui ont déjà lu mon livre et tout ça. Ok, d'accord. Dans un premier temps. D'accord. Alors, je voulais parler justement de ton roman, mais peut-être avant de parler de ton roman,
parler un peu de toi. C'est vrai que on peut dire que tu aimes la science-fiction, en tout cas que c'est un univers qui te parle. C'est quoi tes inspirations? Toi, ça te vient d'où cet amour pour cet univers-là? C'est quoi tes références, tu vois, avec lesquelles tu as grandi et qui aujourd'hui t'inspirent? Principalement de mes écrivains fétiches, on va dire, de mes écrivains préférés, comme Philippe K. Dick, Isaac Asimov, Bernard Werber, aussi Tolkien, qui sont, mine de rien, j'ai une édition des Seigneurs des Anneaux, qui dit que c'est de la science-fiction. Ça m'a beaucoup étonné. Mais dans le sens des idées, science-fiction dans le sens des idées, c'est un sujet à débat, bien évidemment. Et aussi, il y a les films. Il y a les films comme Matrix, surtout le premier volet qui nous a marqué tous, on va dire, qui nous a, il y a tout, il y a l'esthétique, il y a les effets spéciaux un bon en avant, Michel Gondry, il y a aussi le thème très d'actualité. Maintenant, déjà, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, un peu plus. Il y a aussi le retour vers le futur. Il y a tout ça. Et Dune, même le premier Dune. J'allais en parler, justement, j'allais te demander, t'en pensais quoi? Voilà, j'ai adoré Dune. Même t'as préféré le premier ou le deuxième? J'ai pas encore vu le deuxième, j'ai pas eu le temps. Hélas, j'ai pas eu le temps, mais c'est quelque chose qui, je sais pas si c'est encore en salle, mais si c'est encore en salle, j'y vais. Mais le premier volet, ça a quelque chose d'initiatique, quelque chose d'initiatique, de permettre de porter ça au grand public, quelque chose d'intime aussi, de très intime avec ça j'ai beaucoup aimé. Ouais. Moi, c'est d'ailleurs, en parlant de Dune, c'est vrai qu'il y a cet aspect, en fait, où j'ai l'impression que on sent, oui, qu'on est, parce que Dune, pour ceux qui connaissent pas, du coup, en fait, je pense, si je résume très brièvement, c'est dans un futur, on va relativement lointain, et où, en fait, les humains, en fait, ont arrêté d'utiliser, en fait, comment on pourrait appeler ça, c'est l'informatique, mais je sais pas trop, une forme d'intelligence autre qu'humaine. Et en fait, ce qui est fou, en fait, dans ce film, c'est que tu sens que t'es dans le futur, mais en fait, il y a ce côté aussi très minimaliste, j'ai l'impression. Oui, exactement. Tu vois, c'est pas comme Marvel, par exemple. C'est pas comme les trucs genre Endgame et tout ça des Avengers, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est vraiment un autre style. Et franchement. Oui, c'est très, ça a quelque chose de même tribal, de très ancien et en même temps c'est ça. Ouais, ça résonne en nous oui, tout à fait. Ouais. Justement, toi, en 2017, comme tu as dit tout à l'heure, tu as eu l'occasion d'aller étudier à Berlin. T'as étudié la cinématographie, film et video production. Est-ce que un jour, du coup, tu souhaites, déjà, comment t'en es arrivé là, à étudier, à te retrouver à étudier à Berlin, et pour quelle finalité? Alors, comme on dit, le hasard fait bien des choses. C'était un peu par hasard. Je venais tout juste d'Abidjan, des Jeux de la francophonie. J'étais en tant qu'écrivain. En parallèle, je faisais des scénarios. Je conseillais comme une sorte de consultance, on va dire, en matière de scénario. Et de fil en aiguille, il y a eu cette opportunité de s'apparter des RFC, Rencontre des films courts, du festival et de l'IFM, l'Institut français de Madagascar, et aussi d'Interfilm Festival de Berlin, le cœur de cette initiative, donc. Et j'ai été sélectionné. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. C'était une bonne surprise, on va dire. Et j'y ai étudié le cinéma indépendant pour être plus précis. Ce sont des études à la fois théoriques et pratiques, beaucoup de pratiques sur terrain,
les enseignants sont des gens du métier, par exemple, qui travaillent chez Arte, ou bien qui sont dans le monde de la publicité, ou bien qui sont des réalisateurs de films, des producteurs et tout ça. Donc ils sont plus au cœur du métier que dans la théorie. Donc et ensuite j'étais le seul d'un pays du Sud parmi ma promotion. Il y a eu des Anglaises, un Australien, une Américaine, une de Finlande, d'Australie, et un Anglais. On était une petite promotion assez très très intense. J'ai eu l'occasion de voir à quel point ils sont vifs d'esprit, à quel point on a beaucoup de choses à apprendre ici, et à quel point il est très important de se confronter au monde, on va dire, et ne pas se cantonner ouais, bien évidemment, on a déjà YouTube et tout ça, et la télé, Internet et tout ça pour une fenêtre au monde, et il y a de plus en plus de gens aussi, de mes team potes, on va dire. Et ensuite, pour quelle finalité? Pour répondre, pour quelle finalité? Quelque part, je suis dans le scénario. Je suis surtout, j'étais surtout un scénariste, un ghostwriter. J'ai arrêté assez récemment, mais peut-être que je vais reprendre, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des opportunités, tout ça. Ça dépend. Mais bien évidemment, j'ai un rêve un rêve de réaliser un film ou bien des films, plutôt des séries. J'aimerais des séries parce que c'est plus dans le temps. Mais ensuite, en tant que, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses. Ça demande un fonds conséquent, très conséquent pour pouvoir y arriver. Ensuite, ça demande un contexte particulier, ça demande une infrastructure, ça demande aussi beaucoup de contact avec les gens. Il faut aimer ça, il faut être patient, il faut et tout ça. Et je sais pas si j'aurai le courage nécessaire mais je pourrais aussi très bien faire quelque chose de par moi-même. Même en ce moment, je suis en train de le faire. Je mentionne juste, je suis en train à l'IFM Lab, à l'Institut français, il y a IFM Lab comme laboratoire. On est 2 à Madagascar. Je suis avec, elle s'appelle Miangal Elia. Elle fait des miniatures et elle chante aussi. Et on essaie de filmer l'extrait de ce qui pourrait être une comédie musicale, on va dire. C'est quelque chose d'assez intense et de très émotionnel. Donc, d'une certaine manière, je fais ce que je peux avec ce qu'il y a. Mais j'ai des ambitions aussi. On continuera sur justement cette discussion qu'on a par rapport au projet que tu as avec l'IFM Lab. Mais si tu veux bien, en fait, on a un concept qui s'appelle Fast Check. En fait, je te donne le choix entre 2 choses, par exemple film ou série, et tu choisis en fait l'un des deux, celui que tu préfères. Ok. Lire ou écrire? C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose pour moi. Lire et écrire, c'est la même chose. Ok. Ça commence bien. Disney ou Miyazaki? Miyazaki. Pas hésiter une seconde là par contre. Contestataire ou conformiste? Ni l'un ni l'autre. Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Seigneur des Anneaux. Conte ou roman? Roman. Tesla ou Edison?
Tesla. Ok. Et là, en fait, on a un petit truc en fait où faut juste que tu complètes la phrase avec ce que tu veux. Ok. Et la phrase c'est je suis écrivain, bien évidemment que. Je lis beaucoup. Ah oui. Ouais. Effectivement. Merci. Alors en fait, je voulais revenir un petit peu sur ce que justement sur ton projet avec l'IFM Lab. Quand on est écrivain, qu'on a passé du temps justement pour écrire son œuvre, et que du coup en fait on veut justement la retranscrire sous une autre forme, donc au travers donc d'une comédie musicale. Comment est-ce qu'on fait pour rester authentique vis-à-vis de son œuvre et justement ne pas la dénaturaliser Déjà, la comédie musicale, ça part de petits poèmes, on va dire, de petits poèmes que j'ai écrits dans les années lycée. Dans les années lycée, des petits poèmes que j'ai dédiés à une personne en particulier. Ok. C'était des émotions très intenses. J'en parle probablement pour la toute première fois en public, on va dire. Okay. Donc pour garder cette authenticité, je retourne, on va dire, je me noie émotionnellement dans ces petits poèmes, dans ces émotions, dans cet état, on va dire, cette sensation très qu'on connaît, les hormones et tout ça, les crushs, quelque chose comme ça, les amours à sens unique, pas forcément. Donc je me mets en condition pas forcément confortable. Donc je suis émotionnellement dedans. Émotionnellement dedans et je puise dans tout ça, on va dire, pour retranscrire cela sous une autre forme, un autre médium. Donc je me mets comme je l'ai dit, dans une situation pas tellement confortable, mais dans une sorte de grand 8 émotionnel, dans un shaker, on va dire. Donc ce qui va en ressortir, comme c'est un mode... Ensuite, il y a la technique, bien évidemment. Il y a la technique, comment on retranscrit ça, quels sont les codes du théâtre, tout d'abord, ensuite de la comédie musicale, de la scène, de la musique, et pour pouvoir les transgresser aussi, d'une certaine manière. Donc l'essentiel est que je ne me perde pas dans les méandres de la technique et de l'esthétique pour pouvoir justement retranscrire cette émotion à la fois simple et très complexe. Parce qu'à l'époque où justement toi tu rédigeais ces poèmes-là, est-ce que c'était à sens unique ou est-ce qu'il y avait une certaine réciprocité dans l'acte, on va dire, et dans la pensée? À sens unique. À sens unique. À sens unique, j'ai écrit un poème, puis deux, puis c'est devenu un recueil. Un recueil, on va dire. Et un cahier. Un cahier. Et j'ai offert ce cahier à quelqu'un. C'est parti de là. Et est-ce qu'on arrive à, étant donné que justement c'était à sens unique, est-ce que toi tu as rapidement, on va dire, pu surmonter cette période-là, ou est-ce qu'au final... Non. Ok, donc au final c'est un peu comme une thérapie en fait, cette mise en scène. Oui. Peut-être. Je ne m'en suis pas remis rapidement. Ce fut très dur et magnifique à la fois. Magnifique à la fois de connaître, on va dire, de vivre cette émotion qui m'était inconnue jusque-là, et de se rendre compte aussi que l'autre personne n'est pas un objet, n'est pas ma propriété, on va dire. C'est une personne qui a son propre libre arbitre, qui a son choix, et de naviguer tout ça, je me suis dit que ça c'est parti dans un côté mystique, on va dire. Il y a une blague qui dit que dans tous les cas, si tu te c'est une blague, c'est une blague que si tu j'arrive pas tellement à m'en souvenir, mais ça dit quelque chose comme si on a
un amour à sens unique, on va dire, on devient philosophe. Ah, c'est ok, quelque chose oui, je comme ça. vois. Oui, Je oui. sais pas si tu t'en... Ouais, je vois en tout cas bien l'idée, oui. Oui. Ouais. Donc, quelque part, c'est le déclic d'une certaine démarche initiatique quasi mystique, on va dire, de qui a fait de moi ce que je suis, et même mon parcours artistique. Même mon parcours artistique, tout ce que je suis artistiquement, c'est parti de là. C'est parti c'est l'origin story. Ok, ouais, voilà. C'est l'origin story. Et, ok. et d'une certaine manière, c'est une manière pour moi de revisiter l'origin story, on va dire, et aussi le côté, je préfère le terme initiatique à thérapeutique, le côté initiatique de me confronter à ça. Même je suis de ma nature assez pudique. Même, on parlait là, c'est la toute première fois, je suis merci, un peu, je rougis un peu. Ça, je sais pas, c'est ça. Merci de moi, nous en parler. Je t'en prie. Et ouais, c'est quelque chose d'assez, un poème d'une certaine manière, ça peut peut-être c'est une manière aussi de contourner ma pudeur, de surmonter ma pudeur, de transformer des petits poèmes en quelque chose de plus dynamique, on va dire, de plus vivant, de l'art vivant, du comédie musicale, d'une tentative de comédie musicale. Je sais pas, je le fais et on verra. Oui. Et justement, par rapport à ça, parce que tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu préfères et tu écris seul. Oui. Alors que justement là pour cette occasion-là, tu travailles avec quelqu'un pour mais c'est pas un peu difficile de du coup se retrouver en duo et de devoir partager vraiment ce qu'on a au fond de soi à quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est difficile, mais en fait c'est au gré du hasard aussi. J'ai rencontré Miangal Elia, au gré du hasard, et un hasard, et puis un autre hasard, et puis c'est très quelque chose de providentiel, on va dire, que je ne l'aurais probablement pas fait, en tout cas pas comme ça, si je ne l'avais pas rencontrée par hasard. Et puis discuter avec elle de c'est quoi, à quel point ces fleurs bleues, on va dire, ces fleurs bleues, c'est bisounours aussi, c'est très bisounours. Moi-même, quand on me dit bisounours, moi je réponds, une petite parenthèse, moi je réponds, tu sais, l'ours, ça a des griffes et des crocs. Effectivement. Je referme cette petite parenthèse. Et il y a une base émotionnelle, on va dire, avec Miangal. Et puis avec une autre personne que je ne nommerai pas, mais qui est là. Qui est là. Bon, je fais mon mystérieux. Mais bon, c'est mon côté écrivain, romancier. Donc c'est parti de là. Miangal, à la base, elle fait des miniatures, diorama, et elle chante aussi dans une chorale. Elle a une voix magnifique, très sensible. Et elle a aussi la patience parce que fait des miniatures du matin au soir et jouer avec les perspectives, l'échelle, les miniatures, des petites maisons miniatures, des petites maisons surtout. Elle étudie l'architecture et c'est venu naturellement. Je pense qu'elle a été étonnée de ma démarche et tout ça, mais je pense que ça se passe plutôt bien. Ouais, écoute. Alors il y a un mot que j'ai remarqué que tu as utilisé à plusieurs reprises, c'est le mot hasard. Moi, je voulais te demander justement, est-ce que pour toi le hasard, comme on l'entend, donc comme on va dire un fait qui se produit aléatoirement, on va dire, existe vraiment pour toi? Parce qu'à un moment, tu as aussi utilisé le mot providentiel, du coup. Est-ce que qu'est-ce que toi comment tu te positionnes par rapport à ça? Je pense que c'est Albert Einstein
C'est Albert Einstein qui a dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Okay. C'est Dieu qui se promène incognito. C'est lui aussi qui a dit que quand lors d'une discussion, une personne dit que non, tout n'est qu'aléatoire, tout n'est que c'est juste arrivé comme ça, random, aléatoire. Et là, Albert Einstein, avec son sens de la répartie, il dit quelque chose comme bon, c'est comme si on avait des lettres de l'alphabet, des milliards et des milliards de lettres de l'alphabet, et on lance tout ça, et ça forme une encyclopédie dans l'ordre. Et j'aime bien comment Albert Einstein, j'aime beaucoup les scientifiques et les savants et tout ça qui parlent des choses, on va dire, mystiques et tout ça. J'aime bien le mystérieux aussi, le domaine de tout ça, qui me dépasse. Peut-être une certaine forme d'humilité que j'ai, qu'il y a tellement de choses que je ne sais pas, comme Isaac Newton qui disait que à la fin de sa vie, il paraît que c'était ses derniers mots. Il a dit quelque chose comme: je me sens comme un petit enfant, comme un enfant au bord de la mer, et j'effleure juste une petite surface de toute l'étendue de la connaissance. Isaac Newton, c'est une sommité en matière il fait des choses aussi la nuit. c'est une sommité, et ça j'adore. C'est peut-être mon côté écrivain aussi, mon côté romancier, mon côté créateur, on va dire, qui a toujours un côté assez mystérieux dans tout ça. Je ne me limite pas au palpable et au... Ouais, d'accord. Ok. Bah, moi, je voulais savoir, est-ce que toi, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde artistique, dans le monde de la création, qui, on va dire, ont deux facettes. Il y a, quand ils ont besoin, par exemple, de performer, ils revêtent d'une certaine manière un costume pour être la personne qu'ils doivent être à ce moment-là. Et il y a des moments où ils sont la personne qui sont, on va dire, de tous les jours. Est-ce que toi, justement, tu as ces deux facettes-là, ou est-ce que tu es tel que tu es et pas d'artifice, on va dire? J'ai pas ces deux facettes-là. Je ne saurais même pas comment le faire. Je pense que je suis, en général, en société, je suis introverti. J'aime bien notre époque. Là, avant, on disait timide. Il y en a encore qui disent timide. Je ne suis pas du tout timide. Pas du tout. Mais je suis introverti. Assez dans ma tête, on va dire, dans les nuages. Donc, il se pourrait que des gens s'étonnent que je ne parle pas du tout, ou bien je sais pas tellement comment agir en société, ou bien je n'assiste pas à tel vernissage, ou bien à telle soirée, ou bien à tel cocktail pour une raison comme je me sens bien à la maison, j'ai pas tellement envie de sortir. Assez trivial, on va dire. Mais je pense que il y a des fois où je parle. Soudain, je parle parce que je sais pas. Peut-être il y a un sujet qui me parle. Je parle et je m'arrête plus. Mais en général, je pense que je suis pratiquement toujours comme ça. Ok. Toujours comme ça. Un peu plus humain quand je prends un peu de vin, peut-être. Oui, ouais. Je pense que ça, c'est une grande majorité de la population mondiale, je pense, réagit comme ça aussi une fois que... Ouais. Ok. D'accord. Et on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que, on va dire, une des œuvres qui t'a fait connaître au grand public, bon, on l'a mentionné au début, ces aventures des Sith, mais pour ceux peut-être qui ne savent pas exactement de quoi ce roman parle, est-ce que peut-être tu pourrais nous dire un petit peu, toi, de ta perspective, parce que je pense que quand un réalisateur, quand un écrivain ou quand un chanteur compose ou écrit, ils ont eux leur façon de voir les choses. Mais après, c'est vrai que un lecteur ou quelqu'un qui va regarder au travers d'un écran percevra les choses d'une manière différente au travers d'un autre prisme peut-être. Mais par rapport à toi, par rapport à
on va dire, l'idée originale que tu avais en écrivant ce roman. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il parle et comment, en fait, tout s'est fait derrière Ah ouais, alors le roman s'intitule L'Ismenzodé, c'est un roman en malgache de science-fiction, d'aventure. J'aime aussi, c'est un roman d'aventure qui... je vais commencer par, pour changer, je vais commencer par la structure. La structure de ce roman, de Challenge, c'est une structure qui nous parle tous, qui est très utilisée dans, par exemple, J.K. Rowling de Harry Potter utilise cette structure. Les films qu'on voit utilisent aussi cette structure. C'est Hero's Journey, ça s'appelle comme ça. C'est un peu une variante de la structure codifiée par Aristote il y a des milliers d'années. Donc en ce temps-là déjà, les histoires, la fiction a été déjà codifiée il y a des milliers d'années. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc c'est pour cela aussi que ça parle aux gens, que les gens arrivent à s'immerger, on va dire, que ça plaise autant parce que ça a un côté très familier, et très ancien, très d'actualité en même temps. La parenthèse se referme, parenthèse un tout petit peu technique. Et ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille, elle s'appelle Lys. Elle déboule un soir dans la chambre d'un gars qui s'appelle Rabé, parce que tout Tana et tout Mada, en fait, et le monde entier, c'est en train de cramer, de brûler, d'être détruit littéralement et bibliquement. Et c'est l'apocalypse, quoi. bibliquement de leçon, donc c'est l'apocalypse, on va dire. Oui, c'est l'apocalypse littéral. Et Lys, elle dit, tout brûle, tout. Je suis ici pour te sauver. Viens. Il y a un autre monde, une autre ville, une autre Tana, une autre Mada, un autre monde qui a besoin de toi. Et là, le gars, Rabé, il n'a pas tellement le temps d'y penser. Il choisit de partir avec elle à moto. Entre temps, il y a une chose, entre guillemets, en malgache, c'est Zavach, une chose qui le poursuit aussi. Il n'a pas tellement le choix. Il y va. Et c'est parti, ça part de là. L'histoire part de là, et pour explorer aussi un autre monde, on va dire, une autre possibilité, par exemple, le lac Anou, c'est où l'on peut s'y baigner, où on peut encore s'y baigner, les deux en même temps. Et il y a des choses comme ça où on se déplace à vélo, aussi en bateau, vu que Tana, c'est surtout l'eau. Tana, c'est un peu, ça se rapproche plus d'Amsterdam, on va dire, de Venise, quelque chose comme ça, que d'une autre ville, et d'explorer tout ça, explorer des possibilités, revisiter aussi l'histoire. On passe par la Lune, par le triangle de Bermude, par il y a un peu de Neil Armstrong, donc il y a Bob l'éponge, il y a des références et des easter eggs, ça c'est ici et là. Nicky Larson. Ah ouais. Il y a des choses comme ça, j'y mets beaucoup de moi dans l'histoire, et j'ai beaucoup aimé aussi quand on me dit que je viens de finir et j'ai pleuré. Ça m'a marqué. Ou bien, c'est une histoire d'amour, en fait. Mais c'est de la science-fiction, en fait. On peut faire ça avec le malgache, en fait. Il y a des choses comme ça il y a un côté physique quantique, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui change de couleur, easter eggs, mine de rien. Ouais. Et j'ai adoré quand on m'a fait la remarque, parce que je distille aussi des choses comme ça. Mais c'est pas, je parle pas de physique quantique, mais ça renvoie à ça. Et il y a des gens qui ont demandé. Et des choses comme ça. Donc, à la base, c'est du divertissement. C'est un roman pour se divertir après une dure journée, ou bien dans les embouteillages, ou bien dans la salle d'attente, ou bien
bien la plage, parce que la mer peut être ennuyante aussi, et très salée. Donc, ça n'avait pas d'autre ambition que de divertir, un bon divertissement, on va dire, un divertissement vertueux, on va dire. Et j'ai pas de souci à ça. C'est divertissement, pas de la littérature. Et après, justement, avoir... parce que tu l'as publié 1 an avant d'aller à Berlin, c'est à peu près ça? Oui. Ouais. Est-ce que justement, après avoir été à Berlin, tu t'es pas dit, ça serait pas mal une adaptation, pourquoi pas cinématographique, du coup... Oui. Sous forme d'animation. L'animation, oui, ça plaît, l'idée magnifique de pouvoir faire cela, et ça continue son petit bonhomme de chemin, on va dire. Ça continue, pas plus tard qu'il y a 4 mois, justement. 4 mois, elle a été invitée ici. On s'est rencontrés il y a quelques temps. On n'a pas eu tellement l'occasion d'en parler, mais bon, on en parle de temps à autre. Peut-être que ça se fera un jour, mais ça dépend du producteur. Ça dépend, ça c'est colossal à faire, on va dire. Ouais. Et ça dépendra de ça, mais je voudrais bien. Oui, mais après, je vois, par exemple, je pense, à Madagascar, en tout cas, il commence à avoir, je pense, un besoin aussi. Tu vois, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a nos Vegas. Je veux dire, par exemple, je pense que Canal+, par exemple, investit pas mal, je pense, dans les œuvres audiovisuelles, cinématographiques. J'espère qu'il y aura d'autres acteurs aussi qui se mobiliseront pour ça, et que, ça pourra voir le jour. Ça pourrait être vraiment... Oui, peut-être contacter Netflix même, hein, je sais pas. oui, j'y pense vraiment. Et les opportunités, mine de rien, il y a, comme tu disais, il y a Canal+, et même Netflix. Même Netflix et tout ça. Je suis ouvert à toutes les opportunités demain, et je devrais vraiment aller frapper à des portes. Tout ça. Voici, tout ça. Je pense, tu t'impliques beaucoup émotionnellement dans les projets que tu fais. Et je voulais savoir, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses, du coup, de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises dans ton processus de création? Est-ce que c'est quelque chose que, tu souhaites voir disparaître? Mais bon, vu que toi, la science-fiction, c'est quelque chose qui te parle, je suis pas sûr que ce soit ça ta réponse. Mais voilà, je te laisse partager ton avis là-dessus. Je trouve que c'est quelque chose de magnifique. L'intelligence artificielle on est dans une époque formidable, du pas. C'est magnifique et flippant en même temps. Et c'est dans mon processus créatif pour écrire, je n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais quelquefois quand j'ai besoin vite fait d'illustration, par exemple, j'utilise beaucoup. Par exemple, là, je suis quelque chose où j'ai besoin c'est en train de sauter, j'ai besoin de centaines d'animations. Pas d'animation, d'illustration. Donc, il y a l'intelligence artificielle. Et pour les amis illustratrices et illustrateurs qui me regardent, que voulez-vous? Que voulez-vous que je vous dise? Il y a quelque chose, c'est très pratique. Ça ne remplace, bien évidemment, pas l'humain. Parce que derrière l'humain, il y a l'émotion, il y a l'histoire particulière, il y a tout ça, ça génère quelque chose qui le fait. Ensuite, pour la vidéo, ça commence à bien faire. Ça commence à pointer le bout de son nez. Pour la musique, c'est bluffant. Je pense que comme le disait Toby Lütke de Shopify, on n'en parle pas assez, mais la musique et l'intelligence artificielle, il y a des moments où je préfère écouter la musique générée par l'intelligence artificielle que sur YouTube, par exemple. 90% des musiques que j'entends sur YouTube, à la télé ou à la radio,
Je préfère écouter ça. Mais bien évidemment, il y a les 10%. Bien évidemment. Ouais. Et que c'est irremplaçable. c'est irremplaçable. Il y a quelque chose d'humain. Et je pense que c'est très challenging. C'est très, une époque très challenging. C'est qu'on est obligé, qu'on le veuille ou non, de se surpasser, de se surpasser, peut-être de ne pas nous conformer. Parce que l'intelligence artificielle, ça produit presque la même chose. Par exemple, pour les textes, on sait tout de suite que c'est généré par ChatGPT ou autre. Et même pour les illustrations, on sait. Mais pour la musique, pas tellement. Pas tellement. Et la vidéo aussi, ça commence à être comme ça. C'était challenging, par exemple, avec des amis scénaristes. La dernière fois qu'on s'est vu, là, je leur ai dit, c'était au tout début de la déferlante ChatGPT. Je leur ai dit que des scénaristes en œuvre, si déjà utilisez ChatGPT, si vous trouvez que c'est mieux que ce que vous faites, arrêtez. Faites autre chose. À la longue, je pense que dans un monde où c'est très demandant en termes de temps, on sera de plus en plus obligé d'utiliser l'IA. L'IA pour, quelque sorte, comme un assistant, une assistante, qui est là 24 heures sur 24, qui a accès, mais il faut impérativement apprendre à écrire, à formuler, parce que le langage de programmation qu'on utilise, c'est surtout l'anglais. À la rigueur, le français, mais surtout l'anglais. Et on est bien obligé de comment bien formuler, parce que et quand on arrive à bien formuler tout ça, on peut arriver à quelque chose d'assez bluffant. On arrive vers la fin de notre discussion, mais j'ai encore quelques questions là qui te concernent plutôt toi personnellement. Moi, je vais te demander aujourd'hui, est-ce que tu sais, et si oui, qu'est-ce que c'est le but dans ta vie? Oui, je sais. Je sais pas, j'ai eu la chance d'être conscient de cela à un âge assez jeune, lié justement à l'émotion des petits poèmes. Je sais, j'y crois plutôt, parce que étant jamais sûr et certain de quelque chose, mais c'est quelque chose je suis convaincu d'une certaine croyance, on va dire, que je sais pas, je suis ici pour créer, je crée, quel que soit le médium, que ce soit un roman, ou bien de la musique, ou bien un film, ou bien un jeu vidéo. Je suis en train d'en faire, en fait. Ah ouais? Je suis en train de développer un jeu vidéo, en fait. Excellent. J'ai déjà quelque chose que je pourrais montrer, mais je préfère attendre un petit peu. Ok. Entre parenthèses. Et je suis ici pour créer, et même des concepts aussi. C'est concepts philosophiques, c'est dans le domaine de la création aussi. Mais je suis ici pour créer, pour divertir aussi. Pour divertir parce que la condition humaine est assez pénible et énigmatique. Et je pense que les créateurs, on va dire, sont là pour ça. Je pense que pour une raison, pour une autre, je sais pas, je ne m'aventurerai pas dans le domaine de la thérapie, on va dire, mais je pense que je suis là pour créer. Et ça, pour une durée limitée, comme nous tous. Je suis conscient de ma condition de mortel, qu'un jour, je finirai par ne plus vivre. Et c'est assez magnifique à penser aussi. Quelle sera la surprise après, si après il y a des choses comme ça. Donc c'est assez existentiel, on va dire, de ça. Et ça, d'une part. Et d'autre part, je suis aussi ici pour être heureux. Tant qu'à faire, autant le faire dans la joie et... Oui, clairement, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. J'aime bien le concept de bonheur, de la joie, de bien profiter de la vie et des opportunités dans la mesure du possible, dans la
démesure aussi, dans la démesure aussi de temps à autre. J'essaie de limiter cela, mais bon, la démesure aussi, et l'excès aussi, ça a son charme. Je vais te demander, aujourd'hui, c'est quoi on va dire, les grands principes qui façonnent ta pensée? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on discute, je sens que, voilà, il y a cet aspect, on va dire, mystique, philosophique, enfin, je pense que il y a beaucoup de choses, justement, qui font aujourd'hui que tu as la pensée que tu as aujourd'hui. Ces choses-là, qu'est-ce qu'elles sont, justement? Récemment, je suis en plein dedans, parce que j'aime beaucoup la tech, la technologie, mais je suis plutôt low-tech. Low-tech dans le sens où, pas totalement, dans le sens humain, on va dire. L'humain est très important, et la technologie est là pour être en harmonie avec l'humain. Pas tellement pour servir l'humain, mais pour être en harmonie. Mais pour aller un peu plus loin dans le temps, j'ai déjà cité Aristote une fois, pour codifier la fiction et l'histoire. J'ai des affinités avec Aristote, philosophiquement parlant, et comment non seulement il énonce des concepts et des préceptes, mais il le vit, il applique cela. Et aussi, j'ai des affinités avec les penseurs de l'Est. Je me sens très, très oriental, je me sens plus proche des Coréens, par exemple, des Japonais, des Indiens, des Chinois, des Malaisiens, et tout ça que des Américains, par exemple. Peut-être mon côté introverti aussi. Peut-être aussi avec l'âge, non, je suis pas vieux, mais bon, avec le temps, on va dire plutôt, j'aime bien le concept de yin-yang, j'aime bien le côté liquide, j'aime bien ce côté un peu plus posé que du côté très bout en train par exemple, de ce qu'on imagine être les Américains. Bien évidemment, je caricature, mais les Américains ne sont pas tous comme ça. Bien évidemment. Et quand je parle américain, je parle des Occidentaux. Bien évidemment, parce que les Américains sont les number one, et tout ça. Et aussi, je suis très influencé récemment de certains de la tech. Et il y a les pensées, par exemple, de Silicon Valley, et des dissidents de la Silicon Valley, qui voient que l'on peut tout résoudre avec les nouvelles technologies. Je suis tenté je prends en compte cela, mais bien évidemment, je ne crois pas qu'on peut tout résoudre avec les nouvelles technologies. Mais par exemple, j'aimerais bien que l'intelligence artificielle remplace certains humains dans des fonctions assez sensibles, pas dans le domaine de la créativité, mais par exemple, j'aimerais bien que... j'hésite à en parler. Par exemple, j'aimerais bien qu'on remplace les dirigeants par l'intelligence artificielle. Carrément avec une supervision humaine, par exemple. Il y aura une phase d'essai, bien évidemment, et des erreurs, bien évidemment. Par exemple, écrire des lois, des intelligences artificielles qui écrivent des lois, ça, je pense que c'est tout à fait faisable et souhaitable. Ensuite, j'en frissonne. Rien qu'à t'en parler, donc, Isaac Asimov disait, il a plus prévu que prédit, que le phénomène de l'intelligence artificielle, de l'internet et de l'éducation et tout ça, il a pratiquement prédit tout ça, que à la fin, nous autres humains, on n'aurait plus besoin de travailler sur des choses pénibles. On pourrait se focaliser sur les choses qu'on aime vraiment. J'aime bien cette idée. Yeah. Je suis parti un peu en vrille. Non, mais de toute façon, c'est une occasion de pouvoir s'exprimer, partager ses idées. Alors, peut-être pour finir, je voulais te demander qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir, du coup. De la joie, du succès. Okay. De la sérénité. Ok. Ouais, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Écoute, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, toujours un plaisir de discuter profondément.
Super. Merci à toi et beaucoup de succès dans tout ce que tu souhaites entreprendre à l'avenir. Oui, de même. Merci.